Le SIC podcast en mode Rocket, déjà épisode numéro 12. Gros menu quand même aujourd'hui, comme à chaque semaine d'ailleurs. Rocket, une petite semaine de 2 matchs, 2 points en banque sur une possibilité de 4. Il en sera question avec Cédric Blondin. Même chose pour les unités spéciales qui auraient pu faire la différence dans le deuxième match et qui ne l'ont pas fait. On va commencer à parler un peu de Bryce Pickford puis qui fait la pluie et le beau temps du côté de Medicine Hat. Pourrait-il joindre le Rocket cette saison, l'année prochaine? On va en discuter un peu avec Cédric Blondin et mi-chemin dans cette saison 2025-2026. Donc, moi et Cédric, petit bilan de cette première moitié de saison. C'est parti pour cet épisode numéro 12. Le SIC Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but! Marqué par David Heimbagger. On est là. Dans le cas de moi et Cédric, c'est bon lundi, mais cet épisode va sortir mardi 13 janvier. Donc, peu importe, je vous souhaite un bon début de semaine, peu importe où vous êtes au Québec, que ce soit à Laval et ailleurs, en vous souhaitant une glorieuse semaine. D'ailleurs, parlant de cette semaine-ci, c'est 3 matchs à la Place Belle. Si vous avez vos billets en poche pour un de ces 3 matchs, on vous souhaite une bonne semaine pour le Rocket de Laval et un bon début de semaine. À toi aussi, Cédric. Salut Vincent. Bonne semaine à toi. Est-ce que ça va, Cédric? T'as l'air fatigué. Comment je te dirais bien ça? Ben, commence par le début. J'ai un petit peu étiré la corde cette semaine. Mettons, Ben oui, parce... 5 matchs en 5 jours. Pour vrai, c'est une expérience vraiment formidable, mais je te dirais que ça rentre dedans ce lundi. Là. Surtout que c'était dans 5 villes différentes aussi. Dans Val-d'Or, 2 pays. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Rochester, Syracuse. On termine ça par Boisbriand. Il y a juste Laval qui s'est pas émissé là-dedans, mais il aurait bien manqué rien que ça. Tu sais. Exact. Non, mais en même temps, on fait ça parce qu'on aime. Hein? Puis il ne faut pas oublier que malgré tout ça, il y a beaucoup de voyagements entre les matchs aussi, donc qui n'aident pas la cause, mais... Mais moi, ce qui m'intéresse, Cédric, parlons un peu de cuisine, de haute gastronomie. Y a-t-il eu aux États-Unis un sandwich au poulet épicé, un chipotle? Y a-t-il eu un dinosaur barbecue quelque part? Quel est ton fait saillant culinaire? Avant de parler de hockey. Fait saillant. On voulait aller au Dinosaur Barbecue après le match parce qu'on est arrivé trop tôt finalement, trop tard avant le match à Rochester, donc c'était trop serré. On voulait y aller après, mais malheureusement, on s'est comme rendu compte qu'il fermait au moment où on a quitté l'aréna. Donc finalement, ça a été un excellent Denny's. Ah! Pourvu que tu t'alimentes. Ouais, à Syracuse, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert à côté de notre hôtel, donc ça a été un Denny's. Ouais, c'était pas très, très glorieux, mais en même temps, pas le choix de s'honorer. Exactement. Je suis pour ma part un grand fan de cette chaîne américaine Chipotle. Il y en a quelques-unes, je pense, au Canada aussi. Il faudrait que je fasse ma recherche, mais je pense pas que c'est ce qui intéresse le plus les gens qui nous écoutent. Donc, enchaînons tout de suite hockey. Cédric, j'aurais cru dans la semaine voir un groupe reposé, mais je pense qu'il court quelque chose quand même chez Rocket de Laval. Il y a Laurent Dauphin qui n'a pas joué le match de vendredi. Aujourd'hui, c'est sorti. Là, plusieurs joueurs ont manqué là, cet entraînement qui était axé sur le développement. Il y avait Alex Belzile qui n'était pas là. Il y avait Laurent Dauphin, David Renbacker, Florian Jacky, puis j'en oublie peut-être, là, mais je trouve qu'en fin de semaine, oui, 2 points à Rochester, 2 très, très gros points. Merci à Capo Kakonen. Un gros merci. Et lui, il sent encore le caoutchouc au moment où on se parle. 49 lancés, 47 arrêts. Mais je trouve quand même que c'est un groupe qui n'avait pas ses jambes habituelles dans sa manière de jouer, je trouve. Ça peut être, c'est correct. Ben oui et non. Surtout, ce que j'ai moins aimé, c'est juste que on sentait vraiment le Rocket, surtout en début de match à Rochester, vraiment comme vouloir aller marquer le premier but dans le match. Puis c'est la fin de période.
ça a une chance que Capo Kakkonen était là parce que je pense dans les 5 dernières minutes, à partir du moment où les Hammers ont eu leur power play, leur avantage numérique, et je pense qu'il y a eu 9 lancés en 5 minutes pour finir la période, puis quelques très gros arrêts de la part de Kakkonen. Juste, si c'est pas de l'opportunisme dans ces 2 matchs-là, que ce soit sur les 5 buts qui ont été inscrits, mais on a tellement très peu créé offensivement. C'est surtout ça qui m'a inquiété, mais il faut donner crédit aussi aux Americans. Ils ont joué un excellent match. Très bon match. Si ce n'est pas de Capo Kakkonen, oublie ça. Là. Le Rocket n'est jamais dans le coup et ça part à partir de cette première période, surtout cette fin de première période. J'ai aimé comment que ça a donné du rythme au groupe en début de deuxième, 3 buts inscrits en moins de 2 minutes. C'était quand même très, très, très rapide. Là, ouais, un excellent début de deuxième période. Excellent début de deuxième période. Je pense qu'à Rochester, on a capitalisé sur un rare moment dans le match où les Americans l'avaient moins. Ça a amené 3 buts. Je pense que pour ce qui est de capitaliser sur ces occasions, Laval a été là pas mal toute la fin de semaine parce que c'est très peu d'occasions à Syracuse. Mais pour revenir aux arrêts de Kakkonen, vrai qu'il a été extraordinaire. Sauf que le nombre de lancers finales, je pense tellement qu'il faut en prendre et en laisser dans ce match-là parce que les Americans étaient tellement avec cette mentalité de, excusez-moi l'anglicisme, mais shoot first, envoyaient tout ce qu'il y avait sur leur palette au filet. C'est 19 chances de marquer, ce qui est pas extraordinaire, ce qui est bon, mais pas extraordinaire. C'était 16 pour Laval dans ce match-là, mais je trouve pas que le nombre de lancers représente ce qui s'est réellement passé dans ce match-là. Mais oui, Kakkonen, il fallait bien qu'il les fasse, les arrêts. Il fallait bien qu'il les arrête, ces 47 rondelles. Mais en termes de tir de qualité, quand tu regardes le match d'un point de vue externe, je me dis que je me serais attendu à peu. Et c'est certain, quand tu as la chance de le regarder attentivement et que tu ne décris pas ou analyses pas le match, c'est un petit peu différent. Tu as les yeux rivés sur ce qui se passe, mais c'est plus le moment. Dans les 19, mettons, je t'avais demandé, il y en a combien de catégorie A là-dedans? C'est on peut compter celle de Isaac Béliveau en fin de deuxième sur l'échappée en sortant du banc des punitions qui en était une très grosse. Il est là. Mais c'est ça, mais en voulant dire au niveau de la grande qualité des chances, il y en a quelques-unes dans ce match-là. C'est tout le temps au niveau du timing. En fin de deuxième, tu quittes au vestiaire 3-2. Peut-être que même les Americans peuvent égaler avant de quitter. Puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Combien d'arrêts aussi en troisième période avant que finalement Isaac Roséane le déjoue d'un tir du coin de patinoire, le long de la rampe en fait. Là, un excellent lancer d'un excellent joueur qu'on met dans le. Au-delà des chiffres, c'est comment qu'il a donné confiance à son groupe parce que c'est exactement ce que le Rocket avait besoin. Et puis, je ne sais pas si tu as encore le match frais dans ta mémoire, mais combien de chances Jagger Joshua a raté dans le bas de l'enclave. Mais ça, je te dis, il a été bien couvert. On a fait une bonne job contre lui. Puis lui, il est toujours fatigant puis il est toujours bon contre le Rocket de Laval. Ouais, sans récolter des points. C'est tous des trios je trouve qui vont bien ensemble du côté des Americans, surtout celui de bien sûr de Constantine Lenius, Isaac Roséane et Anton Wahlberg connaît un excellent match, surtout offensivement bien évidemment, mais sur le trio de Riley Fiddler-Schultz avec Jagger Joshua et j'ai un petit blanc qui complétait là, mais dans le sens que tout le monde a eu des bons moments, surtout offensivement, mais en même temps, le travail a été fait. On le savait que c'était une équipe qui stretchait beaucoup, qui tirait le jeu avec des longues passes de la zone défensive vers la ligne bleue de l'adversaire. Je trouve qu'on a bien joué. On a bien joué contre ça. L'avantage numérique a été chercher un gros but, chose que ça n'a pas été un match extrêmement concluant, mais quel beau but quand même de Sean Farrell dans l'enclave, une redirection d'un tir de Davidson. Oui, tu vas ajouter. Enfin! Et quel match de Sean Farrell? C'était un adversaire taillé sur mesure pour qu'il connaisse une grosse soirée. Ça a été vendredi dans le premier match à Rochester, ça a été le meilleur joueur du Rocket. Puis là, bon, je parle de meilleur joueur, fait que je vais y aller avec mon propos. Philippe Méchard l'a été à Syracuse, probablement le meilleur joueur, sinon on peut y aller safe et dire attaquant. Mm-hmm. Pour moi, Méchard était le meilleur attaquant du Rocket dans le match de samedi. Mais Farrell, en l'absence de Dauphin, je pense qu'il a vraiment pris le taureau par les cornes à Rochester. Puis c'est un adversaire qui est rapide, c'est un bon patineur. Rochester étant pas une équipe physique, c'est un adversaire
Farrell a beaucoup plus de chances de récolter du succès face à Rochester, tant qu'à moi, que contre Syracuse, par exemple. Non, c'est sûr que c'était parfait pour lui. Et ça jouait au hockey en petit pépère en première période. Puis dans ce match-là, ça patinait. Ça faisait longtemps que j'avais vu. Ben, fallait s'y attendre, là, parce que c'est deux équipes qui jouent comme ça. Mais wow! Quel rythme dans ce match-là. C'était vraiment un excellent match de hockey dans l'ensemble. Ouais, puis retour de Vincent Arsenault dans le match face à Rochester. N'a pas joué face à Syracuse. Ça a été correct dans l'ensemble. Je pense quelques bonnes mises en échec de la part de Vincent. Je suis juste content qu'il puisse être de retour au jeu. Il n'avait pas joué depuis fin octobre. Il avait raté beaucoup de matchs. Sa présence au banc, sa présence sur la glace en soi, juste ça. Même si on n'est même pas obligé de parler de ses performances. C'est un atout pour le Rocket. C'est un gars qui comprend son rôle dans le sens où je pense pas que c'est un gars qui va faire un drame s'il ne joue pas le lendemain comme ça a été le cas. Puis quand même bien aimé son retour au jeu qui jouait avec Deneen et Dunlap. Je pense que ça a amené une présence un petit peu plus physique, même si l'échec avant, c'était difficile d'installer à Rochester, incluant pour lui, parce qu'ils ont tellement des défenseurs qui bougent le puck rapidement puis qui sortent le puck rapidement. Tellement. Puis j'avais posé la question à Pascal Vincent après le match de vendredi. Malheureusement, on n'a pas la séquence. Problème de micro, problème technique après le match. Ah, c'est vrai. Ça arrive. Non, je te niaise. Mais dans le sens que j'avais parlé, on dirait peu importe qui joue sur ton quatrième trio, il y a un impact dans le match parce que le trio de Vincent Arsenault, Will Deneen et Joe Dunlap ont passé beaucoup de temps en zone offensive à distribuer des mises en échec en échec avant. On les a pas. On n'a pas les chiffres exacts, mais tellement de la qualité et le moment. Moi, ça me fascine dans les dernières semaines comment l'impact du quatrième trio, puis pas juste comme dans un rôle de robustesse, on est capable d'aller passer du temps en zone offensive aussi. Et en même temps, si tu es en zone offensive, tu es là en échec avant, tu peux donner de la mise en échec sur des défenseurs, ça mène à des revirements. Et j'ai bien aimé pour un premier match depuis le mois d'octobre dans le cas de Vincent Arsenault. Oui, sa présence, le fait évidemment que tes joueurs peuvent jouer vraiment tranquille. Jacky n'est pas obligé de jeter les gants, chose qu'il fait beaucoup moins cette année. Puis honnêtement, j'apprécie ça de la part de Jacky, mais quand Arsenault est là, évidemment que ça peut rendre, c'est un cliché, mais ça rend tout le monde un peu plus gros autour de toi, même si Rochester, c'est pas le genre d'équipe contre qui, je pense, c'est plus contre Toronto, qui sont d'ailleurs excellents par les temps qui courent, que ça va brasser peut-être plus Belleville mercredi. Justement, j'ai hâte de voir si un gars comme Vincent Arsenault ne pourrait pas être intégré à la formation mercredi contre Belleville. Puis ceci dit, en terminant sur Rochester, Cédric, tu sais que j'aime beaucoup noter les chances de marquer. Les deux équipes étaient quand même nez à nez malgré le nombre de tirs. C'était 13-12 en faveur de Rochester. Donc, on a fait quand même une bonne job pour les contenir. Et chose que je ne devais pas oublier, c'est 49 lancés cadrés, mais combien ont été bloqués par le Rocket? Donc, en termes de tentatives de tir, on doit être en haut de 70-75 du côté de Rochester dans ce match-là. Ah, 100%. On le sait avec leurs défenseurs, amené énormément de rondelles au filet. Puis ça a été un des meilleurs matchs du Rocket pour ce qui est de bien se placer dans les corridors de tir, puis également bien fermer ce qui se passait au centre de notre propre zone, c'est-à-dire notre zone défensive. Peut-être une petite note aussi, parce que c'était le fun dans ce match-là, parce que tu sais que je suis un fan de statistiques, Vincent. Mais Sean Farrell qui est allé chercher son 100e point dans la Ligue américaine, même son 101e ensuite lorsqu'il a marqué un avantage numérique. Et des points qui vont faire très bien, beaucoup de bien en fait, à Xavier Simoneau, à Toby Bisson qui met fin à une longue séquence quand même. Je pense que c'était 13 matchs dans le cas de Simoneau. C'était le 13e match. Le 13e, oui. Bisson, je pense que c'était son 17e, c'était 16 matchs. La passe de Xavier, quel gros jeu en échec avant pour permettre ultimement le but de Philippe Méchard, à qui ça va faire du bien aussi. Ça faisait un très, très long moment qu'il n'avait pas marqué. Il avait récolté, je pense, 4 aides à ses 15 derniers matchs avant cette soirée-là. Puis là, un tir qu'il n'a pas hésité à prendre. Est-ce que Levi aurait pu faire l'arrêt? Quand même, c'est un bon travail. Il a été surpris par un revirement qui a été amené derrière lui.
Est-ce que tu voulais compléter? Ouais, mais peut-être parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé, puis c'est peut-être parce qu'on est tellement habitué à beaucoup de lui depuis le début, depuis qu'il est de retour au jeu, mais j'ai adoré William Trudeau cette fin de semaine. Au-delà de. J'ai adoré ce qu'il a fait. Enfin, première des choses, il a marqué le premier but dans le match à Rochester. Il a été très impliqué. J'ai adoré ce qu'on a vu du 84. Je sais pas que c'était du même avis de ton côté, là, mais. Oui, mais bon, mais c'est que William, puis je veux pas empiéter trop sur le bloc du bilan. C'est que William, il y a ce que tellement de joueurs recherchent dans leur développement dans la Ligue américaine, puis c'est la constance. Ouais. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'en parle pas, c'est qu'il fait ça tellement bien match après match, même en retour de blessure. Une autre bonne fin de semaine. C'est très rare que ce défenseur qui se fait prendre. Puis, on va en parler, mais sur les unités spéciales, il mériterait d'avoir son temps de glace. Puis, dans la moitié des organisations, William Trudeau, on parlerait pas mal plus de lui comme un rappel. Mm. C'est qu'il y a énormément de profondeur en défensive du côté des Canadiens. Puis on va en parler plus tard dans le podcast, mais là, bon, tu m'as ouvert la porte tout grand. Pour ce qui est de William, j'avais pas le choix d'entrer dans cette pièce qui était le sujet, William Trudeau. Bon, Syracuse. Pour moi, le meilleur match du Rocket, ça a été à Rochester, malgré le fait qu'on a beaucoup de tirs au but contre nous. À Syracuse, là, les jambes, j'ai l'impression qu'ils étaient plus lourdes, même si on avait Laurent Dauphin de retour dans la formation. C'était clair que c'était un Laurent Dauphin, pour moi, un peu hypothéqué dans son jeu de jambes, dans ses décisions, puis à quelque part, ça peut arriver. Seulement 9 chances de marquer dans ce match-là, où l'avantage numérique, les unités spéciales, ça se trouve à être l'histoire du match au final. Absolument. Mais la différence pour moi dans ce match-là, je pense que Joël Bouchard avait envoyé un message à son groupe suite à la défaite de 3-0 face à Utica le vendredi soir. Parce que dès le début du match, même si le Rocket a pris les devants 2-0, je ne sais pas si tu te rappelles la séquence où Jacob Pelletier et Sean Farrell ont un peu repoussé dans le coin de patinoire à la gauche de Kakona, mais pour moi, c'était du côté d'Alverson, en fait, là, mais pour moi, cet exemple-là, je chantais, je dis, oh boy, ça va être une soirée qui risque d'être compliquée pour le Rocket parce que le crunch est là pour aller à la guerre. Comme qu'on sait que les équipes de Joël Bouchard, surtout après une défaite de 3-0 face à Utica, qui venait de faire la même chose au Rocket, mais pas des défaites de 3-0, mais la même chose. Et les deux à Laval, et les deux défaites face à Laval à l'étranger aussi. Absolument. Donc, dans ce cas-là, moi j'ai l'impression que ça ne passait pas. Fallait que son groupe de joueurs sorte le match. On a été très intense mais je vais prendre le blâme pour le changement de pointage. Je sais que tu y crois pas, mais c'était 2-0 Rocket jusqu'à temps que je mentionne que le Crunch avait 6 buts en désavantage numérique depuis le début de la saison. Et seulement 10 secondes plus tard, Mitchell Sheffy marquait ce but en désavantage numérique. Donc, toi, je sais que tu n'y crois pas, mais à chaque fois que ça arrive, on le voit souvent au football. Il n'a pas raté de beauté de l'année, boum, il l'envoie sur le poteau. En tout cas, je crois pas à ça, mais je parlais des unités spéciales dans un match où tu as moins les jambes, dans un match où tu as moins d'exécution, dans un match où l'adversaire est excellent. L'adversaire est excellent, c'est un adversaire, les Syracuse, c'est Toby Bisson qui le mentionnait ici, c'est l'adversaire qu'on crée le plus dans le vestiaire parce que c'est un groupe qui se supporte. Il y avait pas de Connor Geeky ce soir-là. Et une chance, ça aurait pu faire encore plus mal au Rocket. Nick Abruzzese, quelques chances. Dans le positif, on a limité ce que Jacob Pelletier aurait pu faire comme dommage. Ça, c'est bon. Mais 0 en 5 en avantage numérique, puis 1 en 3 en désavantage numérique, dans un match où tu l'as un petit peu moins à 5 contre 5, ça a fait tellement mal au Rocket. Puis on a eu en 5 occasions d'avantage numérique, je les ai ici, 2 chances de marquer seulement. C'est dans le même avantage numérique, d'ailleurs. Puis au-delà de ça, t'as 2 fois en troisième période que ton avantage numérique a été coupé par une pénalité en zone neutre ou en zone défensive. Donc ça ne peut pas arriver, surtout quand tu es en retard ou que, de mémoire, au début, le match était à égalité avant que Dylan Duke marque le 3e du côté du crunch. Mais il y a cette pénalité aussi en fin de 3e, la pénalité d'Adam Engstrom, la 2e qui l'a copé dans cette 3e période. Pour moi, on ne s'est pas aidé. C'est surtout ça, ce que le Rocket n'avait pas besoin, c'est de purger des pénalités qui auraient pu être évitables. Et c'est exactement comme moi je les ai vus, ces 2 pénalités-là. Oui, absolument. Puis crédit au Rocket qui a connu un bon départ, a marqué 2 buts
sur leurs 2 premiers tirs. Bref, leurs 2 premières chances de marquer. Peut-être 2 buts en 3 tirs. Je n'ai pas la statistique. On est très, très bien sortis. Le but d'Engstrom, un très, très beau tir. Il y a eu des bons flashs d'Adam Engstrom dans cette première fête de semaine-là. On va en parler dans les prochaines minutes. Et Jared Davidson, moi, j'ai adoré la sortie territoire de Xhekaj pour mener à ce but-là. Ça n'a pas été parfait en zone défensive de la part de Xhekaj en fin de semaine. Loin de là, il y a des couvertures qui ont été ratées. Je pense qu'il doit être plus alerte. Et quand tu regardes ça, ce que j'ai aimé en fin de semaine, quand tu inclus les 2 matchs, nos 5 buts ont été marqués dans les 6 premières minutes d'une période. Donc, les débuts de période, on l'avait en fin de semaine. Si on l'avait, surtout à l'étranger, avant que ton adversaire prenne le temps de s'installer dans un engagement, on l'avait. Puis c'est ce qui a fait mal, comme je l'ai dit, ces unités spéciales. Puis je trouve que le jeu des défenseurs à la ligne bleue, je mets pas mal tout le monde dans la même barque. Nombre de rondelles qui ont été perdues à la ligne bleue. Puis Syracuse savait ce qu'il faisait. La pression était haute. Ils ont récolté leurs dividendes. Et la glace n'était pas belle, Pascal Vincent l'a dit après le match, mais c'est la même chose pour les 2 équipes. C'est ça. Mais en conclusion, Cédric, 2 points sur une possibilité de 4, vu la qualité des adversaires. Moi, je pense que c'est excellent. Ouais, ça aurait été dur de demander plus que ça. C'est sûr que si on regarde après, qu'est-ce que Rocket aurait pu faire de différent pour amener 4 points, c'est sûr que c'est quand même assez évident, mais tu reviens d'un voyage comme ça avec 2 points. Il n'y a pas personne qui est négatif, je crois, au retour de l'équipe là, dimanche. Là. Donc, c'est une récolte qui est satisfaisante. Le Rocket qui est allé chercher un certain confort dans le match de vendredi, mais l'a perdu samedi là, parce que avec les défaites du crunch, mais après ça, Toronto a perdu contre Belleville, entre autres. Donc, c'est un week-end qu'on peut qualifier de positif pour multiples raisons chez le Rocket. Bon, pour conclure ce bloc, on va l'entendre ce que Pascal Vincent avait à dire après le revers de 3-2 samedi face au crunch de Syracuse. Écoute, le match est joué sur les unités spéciales. On a bien commencé à 5 contre 5, mais on a donné un but en avantage lorsqu'on était en avantage numérique. On a pris 2 punitions lorsqu'on était en avantage numérique. On est 0 en 5. Puis le désavantage est 2 en 3. Donc, les unités spéciales n'ont pas fait le tout boulot aujourd'hui. Mais ce que j'ai vu, c'est ce qu'on a présenté avant le match. Donc, aussitôt qu'ils touchent à rondelle, il y a 2 attaquants qui partent. Eux autres, ils essaient de marquer des buts en désavantage numérique, comme la plupart des équipes, mais eux autres, ils ont les éléments pour le faire puis de faire payer. Donc, c'est ce qu'ils ont exécuté. Puis nous autres, on ne l'a pas exécuté. Alors, ça met le fin au premier bloc et justement, le propos de Pascal Vincent, pendant qu'on a perdu Cédric, on va tenter de le retrouver dans les prochains instants. Où j'allais, c'est vers ce deuxième bloc, les unités spéciales, où ça a été plus compliqué, pas seulement face à Syracuse, dans les 3 à 5 derniers matchs, je dirais. En avantage numérique, quand tu regardes ça, on est 1 en 12 à nos 3 derniers matchs. Ça, c'est 8,3% d'efficacité. Mais pour ce qui est de la saison, Rocket s'en sort quand même bien. On demeure en haut de 20% à 21,4%. Puis là, je pense que pendant qu'on va tenter de retrouver Cédric, est-ce que tu es là? Oui. Premièrement, fais-moi plus ça, s'il te plaît. Ça me fait de la peine. C'est quelqu'un qui a décidé de m'appeler et ça a complètement fait que avec le iPad, donc ça a complètement fermé. Je suis désolé. On remercie Vincent Tremblay qui a été l'heureux élu de cet appel. Ouais. Donc, je suis désolé. Pas de trouble. Ce que je disais pendant que tu étais absent, 1 en 12, l'avantage numérique du Rocket dans les 3 derniers matchs, ça c'est 8,3%. Mais là, je voulais t'attendre pour cette partie-là de la conversation parce que Pascal Vincent, on commençait à brasser des choses au niveau de nos unités. Je pense que c'est le genre d'entraîneur qui va laisser une situation qui est problématique dans les mains de ses joueurs, surtout ce groupe-là, chez le Rocket de Laval. Mais là, on a commencé à faire un peu de changement à Syracuse. Si bien là, c'est David Renbacker et Adam Engstrom sur cette première vague d'avantage numérique. Davidson est sur la deuxième, bien entendu, avec sur la première vague, Dauphin, Farrell et Belzile. Toi, comment tu vois cette situation-là? Moi, j'aime quand même comment on a terminé le match à Syracuse. Ça fait pas longtemps qu'Adam Engstrom et David Renbacker, là, c'est leur premier échantillon
d'avantage numérique les deux ensemble? Est-ce qu'il faudrait être patient? Moi, je pense que oui, mais vas-y, je veux t'entendre. Moi, j'ai aimé ça, honnêtement. Moi Même aussi. si les résultats sont pas nécessairement là, j'ai aimé parce que de la manière qu'on utilisait Reinbacker, c'était parfait pour lui. C'est pas deux défenseurs à la ligne bleue. De la manière qu'on l'utilise, pour moi, c'est ce qui est. Reinbacker, il est bon en fond de territoire, il est bon le long des rampes, il est fort, surtout dans ces situations-là. Donc, pour moi, je suis content qu'après la première période, on ait décidé de faire le changement parce qu'en début de match, face à Syracuse, on avait retiré Reinbacker pour mettre Davidson avec le retour, bien sûr, de Laurent Dauphin. Mais Exact. on a fait l'ajustement à partir du début de la deuxième. Est-ce que ça a été aidé un peu par le but inscrit en désavantage numérique aussi par Mitchell Shafee? Peut-être. Mais Peut-être. la manière que Reinbacker jouait, euh, c'était comme. Oui, c'est un défenseur, mais son rôle, c'était comme un pivot en fond de territoire. Moi, j'aimais ça, puis il est mobile. Et donc, ça pouvait lui permettre de revenir tout près de la ligne bleue. J'ai aimé qu'est-ce que ça a donné. J'ai hâte de voir si on va maintenir Non. ça cette fin de semaine. Moi, j'aime Cette semaine. ton point de vue. Ce que j'ai retenu de ton argumentaire, c'est le fait que oui, ça va lui donner plus de liberté d'aller supporter le long des rampes, le fait d'avoir Engstrom. Ceci dit, je considère que les performances difficiles en fin de semaine, c'est peut-être parce qu'Adam Engstrom n'a pas été à son meilleur. Quelques mauvaises décisions avec la rondelle, quelques pertes de rondelles qui lui ont fait mal, quelques fois où il a peut-être gardé un petit peu trop la rondelle. Je pense qu'Adam Engstrom, quand il va se remettre les bottines 100% avec le Rocket de Laval, moi, je pense que le fait d'avoir Engstrom pourrait aider Reinbacker à peut-être utiliser davantage son tir. Je demeure dans le clan de ceux qui considèrent qu'il ne l'utilise pas assez. Même si de temps en temps, un bon placement de rondelle, je pense qu'il est assez intelligent pour les repérer, ces situations-là. Quand est-ce qu'il y a un corridor de tir, quand est-ce qu'il ne l'a pas, puis qu'il peut repérer l'espace libre pour un attaquant qui est devant lui, que ce soit sur le flanc gauche ou le flanc droit. Mais je pense que ça va l'aider pour son tir, le fait d'avoir un Adam Engstrom qui distribue très, très bien les rondelles. Oui, mais je pense pas qu'on va mettre Reinbacker dans une position d'utiliser son lancer du côté de l'avantage numérique, personnellement. Parce que Engstrom, ses tirs sont souvent cadrés. Reinbacker, il y a une utilité. Moi, je ne vois pas Engstrom aller jouer où que Reinbacker a joué cette fin de semaine en avantage numérique, personnellement. Je comprends Si, admettons, t'inverses les rôles, tu mets Reinbacker à la pointe et tu mets Engstrom pour jouer plus profondément, on n'a pas le même résultat. Puis probablement qu'on se parle aujourd'hui, je te dis que j'ai pas aimé l'expérience, mais en bout de ligne, en même temps, tu n'as pas le choix de donner plus de responsabilité à d'autres joueurs aussi sur la deuxième vague parce que oui, là, tu ramasses avec un Mark Del Gaizo qui fait quand même bien, selon moi, là, sur la deuxième vague d'avantage numérique. C'est un défenseur un petit peu plus offensif que défensif, Mark Del Gaizo. Puis tu as Trudeau qui peut jouer là. Ouais. Moi, je pense que ça dynamise un peu tes deux vagues. Puis Davidson, je pense que d'avoir son tir sur cette deuxième vague-là, avec Méchard et Jacky, ça peut être intéressant. Ouais, mais on a bien vu Luke Tuck en fin de semaine jouer un peu sur l'avantage numérique en raison, bien sûr, de l'absence de Laurent Dauphin vendredi. Là, c'est sûr qu'il commence à manquer certaines munitions sur la deuxième vague là, avec l'absence de Joshua Roy. Puis et aussi les rappels du côté du Canadien, bien évidemment. Donc, oui, moi, je déteste pas en même temps là, le fait que, pour cette raison, puis en même temps, tu veux pas que ça enlève du temps de glace à un ou l'autre. Là. Donc, Non, mais c'est ça aussi. C'est que les deux également se considèrent importants dans cette équation-là, de comprendre que, OK, c'est David et Adam, c'est votre première vague d'avantage numérique. Les deux, vous avez des qualités qui sont offensives. Vous êtes totalement différents, mais jouer ensemble pour justement trouver des solutions pour que cet avantage numérique-là revienne à ce qu'elle est capable de faire, puis à la hauteur du talent qu'on a dans l'effectif. Moi, je pense que ça, d'un point de vue humain, ça aide aussi à ce que les deux se sentent très, très importants dans cette équation-là. Moi, c'est ce que je pense. Puis les deux, on a vu que David Reinbacker, il peut être encore meilleur quand il y a de la glace. C'est un peu la même chose pour Adam Engstrom. Les deux sont rendus là dans leur développement. Alors, j'aimerais qu'on leur donne la chance de s'installer dans ce mouvement-là. Moi, c'est ce que je pense. Puis oui, dans 4 à 5 semaines, quand Roy va être de retour, ben là, tu vas avoir un bon échantillon pour voir si ça avait du bon sens, si tu peux entrer en série, disons, avec cette première vague d'avantages numériques. en même temps, moi, je compare
sais, Davidson, oui, je l'aime sur l'avantage numérique sur la première vague parce qu'il a un excellent lancé sur le couloir qui est opposé. Mais je trouve que l'utilité de Ranbacker, il y a plus un vite. Il y a plus un Ouais. vite. On va te laisser le temps de retrouver ta voix. Ouais, Pendant c'est- on va enchaîner. Ben, en fait, petit mot sur le désavantage numérique. Ça non plus, c'est difficile. On est 12-19 à nos 5 derniers matchs. Évidemment que de ne pas avoir Josiah Didier samedi, j'ai l'impression que ça a quand même eu ses répercussions. Bon, Josh Jacobs, je l'ai vu moi l'année dernière, puis il est capable d'encore mieux, mais c'est normal, c'est un processus de retour au jeu. Puis ça passe également par le gardien de but. Je pense que ça doit être ton meilleur joueur en désavantage numérique. Pour Kakkonen n'a rien à se reprocher à Syracuse, mais également, il va falloir que ça fasse la différence. Mais ça passe aussi également, Cédric, par être plus alerte. Je pense que défensivement, le Rocket doit prendre une petite coche là-dessus, d'être plus alerte au niveau du jeu de bâton, au niveau de la couverture, pas être absorbé par la rondelle. Il y a eu quelques situations en désavantage numérique en fin de semaine où j'ai remarqué qu'on n'était pas tout à fait alerte à ce qui se passait autour d'eux. Ben, c'est surtout autour du filet. Et Mhm. regarde le but d'Ethan Gauthier, c'est où? Autour du Dans filet. Dylan Duke. C'est dans l'enclave aussi. À un moment donné, il faut aussi que le groupe aide le gardien. C'est en bout de ligne, peu importe qui est devant le filet. Mais c'est là où je parle de l'absence de Josiah Didier aussi. Ouais. C'est une de ses forces. On va passer au prochain sujet parce que le temps file. Cédric, petit mot sur Adam Engstrom, mais avant de se prononcer, je vous laisse entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur Adam Engstrom à son retour dans l'entourage du Rocket de Laval. Ouais, c'était le concours des circonstances. Là, pour Engstrom, il a marqué un but, mais il a pris 2 punitions lorsqu'on était en avantage numérique, ça l'aide pas. Par contre, son premier 2-en-2 depuis un bout de temps, il a joué avec le Canadien, mais il n'a pas énormément de temps de glace nécessairement, ou il n'a pas joué régulièrement, je devrais dire. Cette expérience-là, c'est super important pour son développement. Maintenant, de revenir ici, c'est un match qui est un peu différent, c'est un peu plus chaotique. Donc, on voulait y en donner. En même temps, on veut gérer son temps de glace. Et c'était Pascal Vincent qui a parlé de gérer son temps de glace. Adam Engstrom qui est revenu après avoir joué 11 matchs dans la Ligue nationale, ce qui était ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Puis vrai que la Ligue américaine, c'est pas le même style de jeu. C'est vrai que c'est plus chaotique. Parfois, les échecs avant ont plus de place également dans une partie. C'est pas la même chose. C'est la Ligue américaine que je considère encore plus physique que la Ligue nationale, en étant un peu moins rapide. Puis il y a différentes façons de revenir dans la Ligue américaine. Il y a celle de Florian Jacquet, il y a quelques semaines, à tout casser, en vraiment se servant de son passage dans la Ligue nationale comme confiance, puis en jouant extrêmement, extrêmement solidement, en voulant faire la différence. Puis je dis pas qu'Adam Engstrom n'a pas voulu le faire, mais évidemment que ça fait toujours mal. Tu crois toujours que tout d'un coup que je resterai dans la Ligue nationale avec les Canadiens. Puis dans le cas d'Adam Engstrom, ça a été ça. C'est retrouver ses repères dans la Ligue américaine, dans cette équipe qui était la sienne avant son rappel. Ça a été un petit peu plus compliqué. C'est peut-être juste d'adapter son jeu à la Ligue américaine, littéralement, parce que C'est j'ai ça. l'impression Non, qu'il était comme trop. Il était encore dans la Ligue nationale dans son niveau d'exécution, selon moi, Adam Engstrom. Puis cette réponse de Pascal Vincent, c'était justement ma question, savoir s'il avait cloué au banc suite aux 2 pénalités. Donc, je me devais de lui poser la question. C'était vraiment pas des bonnes pénalités, ceci dit, de la part d'Engstrom. Mais tu sais, quand même trouver le moyen d'avoir un impact dans ces 2 matchs. Mais c'est parce qu'on le sait ce qu'il est capable de donner. Tu sais. J'ai aimé surtout son. Oui, en avantage bien dans le match à Rochester sur le but qui était inscrit par Farrell, ça part de lui. En fait, tout le monde a touché à la rondelle rapidement. Mais moi, c'est la confiance de son lancer dès le début du match à Syracuse. Son premier lancer touche le poteau, il revient, il reprend la rondelle, il va un deuxième. Tu sais, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Quelqu'un qui n'hésite pas, quelqu'un qui est capable de diriger des rondelles de qualité au filet. Et au-delà des
des pénalités. Oui, c'était des mauvaises, mais je trouve que ça résume tellement le match de samedi, ces 2 pénalités-là. Parce que le crunch a forcé le Rocket et Adam Engstrom sur ces jeux-là à l'erreur. On l'a vu sur le but inscrit en désavantage numérique. Ça résume en 2 séquences faciles qu'est-ce qui est arrivé dans le match samedi, selon moi. Ouais. Mais tu vois tout de suite les qualités d'Adam Engstrom. Ça a quand même fait du bien d'avoir ce défenseur qui peut transporter la rondelle. Le faire sous pression, ça, Adam Engstrom, ça a fait du bien. Surtout quand parfois tes relances marchent moins bien et tu as besoin d'un défenseur pour s'avancer vers la zone neutre. Tu vois qu'Adam Engstrom peut l'être, peut être ce défenseur qui supporte l'attaque, ça mène en deuxième vague. Ça a été ça. Je pense que c'est de s'ajuster à la Ligue américaine, puis c'est aussi de s'ajuster à ses coéquipiers autour de lui. C'était une fin de semaine où l'exécution avec les attaquants, avec les joueurs autour de lui, c'était un peu moins bon, mais à quelque part, c'est normal. Il a quitté longtemps quand même, il a quitté plusieurs semaines. Donc, mais ceci dit, même si je crois qu'Adam Engstrom serait prêt à s'établir dans la Ligue nationale dès maintenant, c'est quand même bien de le voir jouer à Laval, d'avoir 17, 18, 20, 22 minutes plutôt que de jouer à Montréal, son 9, 10, 11, peut-être 12 minutes. Ça reste la meilleure chose, présentement. Et là, la question que tout le monde se pose probablement, c'est de savoir est-ce qu'il va retourner à Montréal? Et si oui, quand? Parce que le Canadien part. Oui, en ce moment, il y a quand même quelques joueurs. Ils ont 7 défenseurs en santé. Mais c'est sûr que Adam Engstrom était victime de son statut au retour de Goulet. Ouais. Personne ne peut le prendre au balotage. Ouais. Donc, c'est la décision qui était facile pour l'organisation. Est-ce que je le préférerais à d'autres défenseurs? Bon, on ne fait pas un podcast sur les Canadiens de Montréal, non. Mais un jour ou l'autre, il va falloir qu'Adam Engstrom fasse en sorte que le Canadien prenne une décision difficile. Est-ce que il pourrait apporter plus que Struble? Est-ce qu'il pourrait... Je pense pas que tu peux mettre Jacquin dans cette équation-là parce que tu as besoin d'avoir un défenseur comme ça, mais ça va être... Puis en même temps, lui, il travaille pour lui, comme je le dis souvent, pour un espoir. Si c'est pas à Montréal, ça pourrait être ailleurs. Il y a des décisions qui peuvent se prendre. Puis s'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale, tôt ou tard, il va trouver cette ligue-là. Mais pendant ce temps-là, il est tellement parti vers le Canadien quand il a connu, il jouait son meilleur hockey. C'est quoi? C'était quelque part au mois de novembre. Juste avant. Au mois de novembre, il récoltait les points à une allure assez extraordinaire. Je pense qu'il va falloir lui donner du temps avant qu'il retrouve cet aspect-là de défenseur dominant, même si ça a été un bon week-end pour lui. Je pense pas que ça va être trop long avant qu'il redevienne Adam Engstrom dominant. Tu voulais ajouter quelque chose ou on passe à Brad? C'est bien dit. Bon, parlons d'un nom qui fait beaucoup réagir dans le hockey junior et qui a un contrat en poche. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on en parle, parce qu'on va en parler là, des espoirs qui seraient pas loin de la Ligue américaine, qui appartiennent aux Canadiens de Montréal. Mais Bryce Pickford, les gens veulent en entendre parler, puis avec raison. Puis moi, j'ai le goût d'en parler aussi. Ouais. 32 buts dans la Ligue de l'Ouest avec les Tigers de Medicine Hat. Un choix de troisième ronde de l'organisation de mémoire là, en 2025. Un défenseur qui a été repêché à 19 ans, qui aura 20 ans d'ailleurs au mois d'avril. Les Tigers de Medicine Hat dans la Ligue de l'Ouest, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui devrait faire un bon bout en éliminatoire. Mais évidemment, la question se pose. Advenant le cas où ça ne se passe pas comme les Tigers voudraient, est-ce que Bryce Pickford pourrait terminer la saison à Laval? Son contrat fait en sorte qu'il serait éligible à peu près avec le Rocket de Laval. J'ai hâte de voir, mais présentement, Cédric, c'est le meilleur buteur de la Ligue canadienne de hockey et c'est un défenseur. Mais ma question était, je suis 100% d'accord avec toi que tu n'as pas le choix de te poser la question, mais tu tasses qui? Ben, c'est ça la question. Parce que si Engstrom est toujours à Laval, exemple, si Reinbacker est toujours à Laval, tu peux pas sortir un Trudeau, tu peux pas sortir un Del Gaizo, tu peux pas sortir un Bisson. Tu sais, si t'es pour l'utiliser, ça dépend vraiment dans l'utilité que tu veux lui donner, parce que s'il rentre dans la formation, il ne peut pas avoir de temps d'avantage numérique. Mais ceci dit, s'il arrive à Laval, c'est sûr qu'il joue. C'est la priorité de cette ligue-là, la Ligue américaine, au-delà du résultat. Mais si c'est en série, en troisième ronde,
Je suis persuadé que l'organisation des Canadiens va vouloir le voir jouer plutôt que tard, si jamais. Mais est-ce que dans un monde idéal, son équipe fait une longue run puis tu te poses pas la question puis qu'il arrive à 20 ans l'année prochaine? C'est peut-être ça le monde idéal aussi. Moi, je pense que ça serait ça, l'idéal, comme tu dis. Puis il ne faut pas oublier que dans la Ligue de l'Ouest, comme je te le mentionnais tantôt, ils sont les hôtes de la Coupe Memorial du côté de Kelowna. Donc, il y a une possibilité d'avoir deux équipes. Donc, c'est pas impossible qu'il termine son parcours au début du mois de juin. Tu te rappelles, Vincent, c'est quand que le Rocket a terminé son parcours l'an dernier? C'était à mi-juin. Mi-juin, mais bref, cette année, le calendrier de saison régulière termine le 19 avril. Ouais. La saison dans l'Ouest termine le 21 mars, du moins la saison des Tigers. Là, les séries, bon, s'il va jusqu'au bout, il n'enfilera pas l'uniforme du Rocket cette année. Mais advenant le cas où il ne va pas jusqu'au bout. C'est pas impossible parce que la Coupe Memorial termine à la fin mai, juin. Ouais, juin. Attends, ça termine genre le... Où est la Coupe Memorial? Les dates, je pense que c'est jusqu'au 3 ou 4 juin. Là. OK, début juin. Donc, le Rocket serait en demi-finale, en finale d'association, si jamais ça se passe. Termine le 31 mai. Donc, pas impossible. Il faudrait que le Rocket connaisse des séries éliminatoires assez spectaculaires. Je pense que c'est une équipe qui a le talent pour se rendre assez loin. Évidemment, il y aurait des décisions à prendre. Il y aurait certainement des vétérans qui pourraient être laissés de côté à ce moment-là. Il faut dire quand même que là, présentement, son contrat d'entrée, il est entré en vigueur en 2025-2026, mais s'il ne joue pas 10 matchs dans la Ligue nationale, il entrerait en vigueur la saison prochaine seulement. Donc, ça demeure il n'est pas déjà supposé de commencer en 2026-2027? Présentement, je pense qu'il y avait une situation. Bref, lui, il y a eu beaucoup d'argent en bonus à Noël, si j'ai bien fait mes devoirs là-dessus. Mais le contrat peut glisser, de ce que j'ai eu l'occasion. Oui, il peut glisser. Il devrait glisser en principe parce que c'est 10 matchs à LNH pour que ce soit considéré un contrat qui entre en vigueur en 2025-2026. Parce que moi, je pensais avoir vu que son contrat, il était à partir de 2026-2027, peu importe. Donc, peut-être que quelqu'un a pris pour acquis qui allait glisser, peu importe, ce qui devrait être la chose souvent. C'est possible, oui, exact. Donc, on va voir, mais c'est un défenseur très prometteur. Bon, j'ai pas le viewing que certains gens peuvent avoir sur les espoirs, mais c'est assez pertinent de dire que c'est un gars qui il lance énormément au filet. C'est 4,7 tirs par match. Puis c'est un gars qui a tout un lancé, mais face à des gardiens de but professionnels, évidemment que ce ne serait pas le genre de défenseur qui récolterait autant de buts, mais ça reste un gars à qui on veut, j'ai l'impression, améliorer sa game défensive. Mais on parlait d'avantage numérique. C'est définitivement un gars qu'on pourrait voir plutôt que tard sur un avantage numérique de la Ligue américaine. Oui, effectivement, mais Vincent, je ne sais pas si ça change, là, bien évidemment, là, mais c'est le Canadien qui l'avait annoncé 2026-2027, à partir de 2026-2027. Donc, je ne sais pas s'ils sont capables de le devancer, mais ils peuvent lui donner parce qu'ils peuvent lui donner un try-out en série. Il y a différentes manières de procéder. Ils peuvent donner un essai professionnel en série éliminatoire, un prêt. Probablement ça qui va arriver. Exact, dans le cas de Pickford. Il n'y en a pas une tonne d'espoir qui aurait des chances de jouer en séries éliminatoires. Bryce Pickford en est un, même si dans une ligue qui est très, très robuste, pas facile pour un défenseur, hâte de voir. On va procéder, Cédric, à notre petit bilan en terminant cet épisode en mode Rocket. Petit bilan de prime abord de point de vue collectif. Je ne sais pas si tu avais fait tes devoirs en ce sens-là, mais moi, je les ai faits. Présentement, la fiche du Rocket, 22-12-1. Et l'année dernière, elle était... Est-ce que tu je peux y aller? Vas-y. C'était 22-10-3. Donc, c'était le même nombre de victoires après 35 matchs. Et on a remporté le trophée McGregor-Kilpatrick. Cette année, ça va être très difficile avec les Griffins de Grand Rapids qui sont déjà rendus à 60 points. Ils ont perdu 3-4 matchs, eux autres, depuis le début de l'année. C'est assez spectaculaire. Ça va être difficile d'être nommé les champions de la saison régulière, mais quand tu compares ce qui s'est fait l'année passée à cette année, quand on fait le bilan de mi-saison, c'est une première moitié de saison très, 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 très concluante de la part du Rocket. Oui, ben c'est sûr, honnêtement.
surtout avec les embûches, les rappels avec le Canadien, les blessures. Les embûches, je parlais des blessures, bien évidemment, surtout en début de saison à la défensive. Peut-être que la seule chose, on en a parlé tantôt, la seule chose qui me chicote un peu, qui peut-être affecte un peu ce bilan de mi-saison, pour moi, ce sont les unités spéciales. Et la discipline. Et la discipline. C'était quand même mieux généralement dans les dernières semaines. Je dis bien généralement. Si je compare au début de la saison, puis le match contre Toronto, bien évidemment. Sinon, c'est peut-être ça la seule chose pour moi. Parce qu'on est. Si je retourne, mettons, avant le premier week-end de la saison au Manitoba, dans un monde, si je t'avais dit, dans un monde idéal, le Rocket, il faudrait qu'il soit là en date du 12 janvier. Je pense que ce serait probablement où ce que j'aurais situé. C'est quoi? 4 points d'avance sur les Marlies qui ont joué 2 matchs de plus. 4 points. On est premier dans la division Nord, 6e dans la Ligue américaine en termes de pourcentage de points récoltés quand je regarde le classement général. Donc, et puis, malgré tout, tu as perdu ton gardien numéro 1, tu as perdu ton défenseur numéro 1 parce qu'il est allé avec le Canadien, tu as perdu, il manquait Trudeau, Reinbacker, Jacobs pendant le premier mois de la saison, ish. Tu as eu les rappels de Jacky, de Beck, de Davidson, et malgré tout ça, tu te retrouves là. Pour moi, c'est. Comment je peux dire ça? Je peux pas C'est dire une équipe qui a beaucoup de profondeur, je pense. Une organisation, 100%. Quand tu regardes les filiales, Laval et Trois-Rivières, qu'on a beaucoup de profondeur, puis c'est dans cette première moitié-là que ça a payé. Mais en même temps, pourquoi en fait, surtout pourquoi le bilan de cette première moitié de saison-là, pour moi, il est excellent. C'est pour les joueurs que tu as amenés dans la Ligue nationale puis qui ont aidé. Engstrom, Davidson, Jacky, c'était un excellent séjour. Fowler, il s'est mis dans la conversation pour être le fameux gardien de but numéro 1 des Canadiens de Montréal. Et honnêtement, mea culpa, à cet âge-là, j'aurais pas cru ça possible. Connaissant toutes ses qualités et quelques petits défauts qu'il a, ça, c'est ma surprise. Ben, c'est dans un monde idéal, tout le monde aurait aimé ça, mais tant qu'il ne joue pas, une quantité de matchs intéressante dans la Ligue américaine et ou dans la Ligue nationale, c'est dur à maintenant 21 ans de dire « Ah, ben, il va être là. » Tu connais le potentiel, mais tu as 100% raison avec ce que tu as dit, Owen Beck, même, Davidson, tous ceux qui ont eu la chance de jouer des matchs avec le Canadien. Il y en a beaucoup, là. Puis c'est pas un match par-ci, par-là. Pour vrai, ça prouve le travail qui est fait par l'organisation et aussi par le personnel d'entraîneur du Rocket. Puis les joueurs sont prêts. Quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ils sont prêts dans le système, ils connaissent ce qu'ils doivent faire, ils savent les petites choses qu'ils doivent améliorer rendus en haut, ce qui est plus difficile. Mais d'un point de vue collectif, il y a des individus qui forment ce collectif-là. Je t'ai demandé de faire un petit exercice, puis je ne sais pas à quel point on va être en mesure de le faire de façon détaillée parce que le temps file. Moi, je regarde le calcul, je donne une note pour le plaisir d'un point de vue pour évaluer les joueurs. Je regarde mes A, j'en ai 5. J'ai 5 joueurs qui sont entre A- et A+. En fait, j'en ai 6, excuse-moi, avec si j'inclus Fowler. Fowler est mon premier, en est. J'ai pas compté les joueurs qui sont dans la Ligue nationale en passant. Ah, ben moi, je les ai comptés. Ceux qui ont joué quand même un bon échantillon de match, 20 matchs, je les ai comptés. Ceux qui se méritent la note de A après cette première moitié de saison-là, Jacob Fowler, pour le travail qui a été fait à Laval. J'en ai 5, moi. On n'est pas loin. J'ai Jacob Fowler, bien entendu, Laurent Dauphin, qui a un beau A dans son cahier. Il est deuxième pointeur de la Ligue américaine. J'ai Jared Davidson. Pour moi, c'est un A. Quand même 12 buts depuis le début de l'année. Puis dans sa manière de jouer, très nord-sud, c'est le genre de gars qui a été constant depuis le début de l'année, même à son retour. Ensuite, j'ai... mes 2 derniers sont un petit peu plus surprenants. J'imagine que tu as Sean Farrell là-dedans. Non. Il est à B+. Qui était très sévère, là. Ben là, je te laisse y aller. Je te laisse y aller avec tes surprises, alors. Dans leur rôle, moi, j'ai donné un magnifique A- à Will Deneen et Tyler Thorpe.
dans leur rôle. Parce que Will Dineen au centre, à quel point il a relevé le défi, il était encore bon en fin de semaine, au niveau des mises en jeu. À quel point il a relevé le défi, à quel point il a été constant, à quel point il connaît ses forces et ses faiblesses. Quand même une petite production depuis le début de l'année. Puis Tyler Thorpe, pour moi, c'est un gars qui continue de me surprendre. Je pense à 1 contre 1 face à au défenseur. Il n'a pas l'air de ça, mais il est capable. Il est capable de tirer son épingle du jeu face à un défenseur. Il est en train de laisser en arrière de lui ses habitudes juniors puis devenir rapidement un professionnel. Puis il a prouvé qu'en ayant plus de minutes, même en avantage numérique, il est capable d'avoir des chances de contribuer. Ça, c'est un beau projet de l'organisation. Intéressant. Est-ce que tu en as que tu avais Sean Farrell avec un A, j'imagine? Mais vas-y, je te laisse y aller avec TA. Quels sont TA? Et t'as pas nommé Alex Belzile? Son début de saison m'a un peu refroidi. Mais c'est normal. Il est tapé. Et t'as pas nommé Adam Engstrom? Adam Engstrom est là. Oui, je ne l'ai pas nommé. Okay, là, je te trouvais très sévère. Fait que t'en as 6, c'est ça? J'en ai 6, exact. Okay. Ben, moi, j'ai Farrell, Belzile, Dauphin. Du côté de l'attaque. Pas de surprise. J'ai Davidson aussi. Et Engstrom et Reinbacher pour moi, surtout défensivement. OK. Reinbacher Fowler, il l'a arrêté, okay, mais je ne l'ai pas On mis. avait 6 aussi. Non, j'ai Reinbacher à B+. Ce qui est bon. Puis surtout pour son jeu défensif. Je pense qu'offensivement, c'est un défenseur qui serait capable d'encore plus sortir de sa coquille. J'ai vraiment hâte de voir de quoi sa deuxième moitié de saison sera fait. Parfois, il y a de l'hésitation avec la rondelle dans son cas. C'est une question de confiance, une question d'enchaîner les matchs pour Reinbacher, mais défensivement, soir après soir, il y a un été plus solide. Trudeau à B+, aussi. Moi aussi. Ce qui est une excellente note. J'ai rien donné de chien. Il n'y a pas de D. Puis personne ne mérite de D parce que c'est un groupe quand même qui est premier de sa division après une moitié de saison. Il y a des C+, de gars qui, je sais, qui seraient capables d'en offrir un petit peu plus. Beck, C+, puis il y a eu un impact dans la Ligue nationale quand même. C'est ça. Dans le cas de Jacky et Méchard, c'est des C+, mais c'est des gars qui ont eu des très, très bons moments, surtout dans le cas de Jacky. Méchard, un bon début de saison, il y a eu une période de 15-16 matchs où ça a été plus difficile, mais quand Méchard bouge ses pieds, qui veut être rapide, il est capable de faire une différence, donc ça a été dans ces eaux-là, mais vraiment, ceux pour moi qui ont vraiment une grosse note après une première moitié de saison, comme je l'ai dit, Dauphin, Engstrom, Davidson, Thorpe, Dineen et Jacob Fowler. Je suis surpris dans le cas de Thorpe et Dineen, personnellement. Mais je ne suis pas surpris parce que je sais que tu adores Tyler Thorpe, mais dans Dineen, moi aussi, je lui ai donné une note. J'y avais donné dans les quand même. J'adore Tyler Thorpe, il fait ce qu'il a à faire. Absolument. Non, je sais, c'était pas négatif dans le sens que. Puis il récolte tellement de chances de marquer depuis le début de l'année, ça me surprend d'un gars comme ça. Mais je trouve qu'il pourrait s'impliquer un petit peu plus offensivement. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez robuste. Il manque de constance sur sa robustesse. Et t'as pas tort, mais imagine ce qu'il pourrait devenir. Mais c'est ça. C'est peut-être Lose qui a peut-être une influence parce que je sais qu'il y a un potentiel intéressant de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans. Oui. Dans la Ligue américaine, c'est tellement jeune. C'est pas facile pour les jeunes joueurs, surtout des joueurs dans ce rôle-là. Et parle-en à Florian Jacky aussi. Là, tout le monde l'attendait cette année. Il doit être plus alerte défensivement. Doit se mettre dans des meilleures positions devant le filet. Je pense, dans la zone critique, Jacky doit être capable de le faire. Mais il y a eu des périodes dans l'année où Jacky a été le meilleur joueur sur la glace. On le voit, son potentiel, très, très clairement. Dans les mises en jeu, ça s'est amélioré. Ça, je dois lui donner. Mais doit être plus alerte dans sa zone quand même. Et trouver des situations autour du filet où il peut être dominant. Moi, je pense que ça reste à bâtir dans cette deuxième moitié de saison-là pour Jacky. Quelle note tu donnes à Capo Kakkonen, toi? Intéressant, question. Je savais que tu m'apposerais. Je vais donner la note de B. Ceci dit, dans ses 7 derniers départs, c'est un pourcentage d'arrêt de 918. Donc, j'ai hésité entre B et B+. Je lui ai donné B parce que je sais tellement qu'il peut être un gardien de but dominant dans cette ligue-là. Puis, j'écoutais Nathan Peach,
l'adjoint à l'entraîneur Mike Leone du côté de Rochester, puis Kaapo Kähkönen faisait partie du plan de match. C'était la cible numéro 1. Ça démontre à quel point il est respecté dans la Ligue américaine. Mais, petite prédiction, je pense qu'il va avoir une grosse deuxième moitié de saison. Je pense que le fait de jouer beaucoup, ça l'aide énormément, puis ça va l'aider énormément. Oui, absolument. Puis, tu sais, des fois, je t'ai souvent parlé de chiffres dans le cas de Kähkönen, mais faut pas oublier qu'il y a quand même 12 victoires en 17 matchs. Non, si on regarde les résultats à la fin du match, il y a 12 victoires en 17 matchs. Pour moi, même là, il est en haut de 900, il est à 904, bien évidemment, 2,81 qui est excellent comme moyenne de but contre, mais 12 victoires, seulement 3 défaites et une en prolongation dans son cas. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, honnêtement, parce que tu viens de dire qu'il va y avoir une deuxième moitié de saison, une très grosse deuxième moitié de saison, mais qui sera à ses côtés? Est-ce que Fowler reviendra pendant la break olympique? Ça demeure ma prédiction. Jacob Fowler va venir lui soutirer des départs pendant la pause olympique. Puis c'est normal parce qu'on pense d'un point de vue organisation. On voit plus loin que ce qui se passe à Laval, même surtout dans le cas de jeunes joueurs comme Fowler, comme Engstrom. Moi, je m'attends à ça dans le cas de Jacob Fowler. Et ça va être à Kaapo Kähkönen de quand même comprendre ce qui se passe, comprendre l'objectif derrière ça, puis de ne pas perdre son rythme quand on fait appel à lui, parce que Jacob Fowler pourrait très, très bien retourner à Montréal et que ce soit Kaapo Kähkönen, le gardien, numéro 1 quand on entre en série. Donc, et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait en avoir 2 gardiens qui s'en iraient avec le Rocket pendant la pause olympique? C'est pas ma prédiction, ça pourrait être la tienne. Non, je pose simplement la question. Je ne dis pas que c'est une prédiction, mais Dobeš a joué un match depuis le 1er janvier. Il va être devant le filet ce soir face à Vancouver. Il n'est pas admissible au balotage non plus. Il faut qu'il joue. Donc, je m'attends. Et là, on se quitte quand même sur une grosse note, mais on va laisser les gens. On va laisser les gens avoir leur réflexion. Puis surtout, on va laisser les gens avoir hâte aux 3 matchs cette semaine à la Place Belle. Mercredi, les Sénateurs de Belleville, le 14 janvier. Puis un adversaire qu'on ne voit pas souvent, le Moose du Manitoba. Ça va être intéressant. Quand même, l'ancien club de Pascal Vincent qui va s'amener en fin de semaine avec des espoirs quand même de premier plan dans cette formation-là. Ça va être très, 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 très intéressant de voir combien de points le Rocket va réussir à mettre le grappin dessus. Ouais, ça sera intéressant. Ça sera. On sait que Combien, Cédric, en terminant? 4. J'hésite, là. Est-ce que je veux pas. J'aurais. Non, mais si tu m'avais laissé parler, j'aurais été avant toi. Je vais dire. T'as envie de dire 6, hein? Non, je vais dire 3. J'hésitais à. On va voir la situation des malades et des blessés en espérant que tout le monde puisse pouvoir jouer cette semaine. Je vais d'ailleurs me rendre à la pratique ce mardi pour voir là, si tout le monde se sent un peu mieux chez le Rocket de Laval. Merci Cédric. Merci à toi. Je vous souhaite une magnifique semaine et Cédric, très hâte de te retrouver sur la passerelle. Je te souhaite de retrouver ta voix d'ici là. Ah non, ça va être correct, ça va être parfait. J'en prends bien soin. Merci à Shane Gaumont à la production. Il est toujours exceptionnel. Et puis, bonne semaine à vous, chers partisans de la Ligue américaine et partisans du Rocket de Laval. Salut. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.